C'est un grand homme, il est né en France, il a vécu en France pratiquement une bonne partie de sa vie. Quelques années plus tard, le voilà qui débarque à Montréal et aujourd'hui, il est dans le domaine musical réellement, il connaît très très bien ce domaine-là. En plus, en tant que Français, évidemment, en tant qu'originaire d'Afrique, même s'il est né en France, on va parler avec lui, passer un petit peu en revue de justement toute cette situation-là de l'arrivée des Africains sur le continent européen et plus particulièrement en France. Mais avant tout, on va d'abord vous le présenter, parler de musique. Bonjour et merci d'être présent à notre émission. Merci à vous de m'avoir invité. Comment ça va? Super bien. Super, c'est un peu la tempête dehors, mais on est à Montréal, tout va bien. Abena Atanga, comment est-ce qu'on vous présente? Dites-moi, comment est-ce qu'on vous présente? Je m'appelle Abena Atangana. Atangana, oui. Ouais, et je viens du Cameroun. Mes parents sont d'origine camerounaise, donc moi aussi. Bien qu'étant né en France, m'étant émancipé en France, on va dire intellectuellement et puis humainement, je suis quand même camerounais, c'est très important. Et aujourd'hui montréalais. Et aujourd'hui montréalais, tout à fait. Je suis français aussi, c'est vrai, mais c'est très important pour moi de me présenter comme camerounais, étant né en France, vivant à Montréal et bientôt canadien d'ailleurs, mais camerounais, c'est très important. Dites-moi, vous êtes totalement lancé, versé dans la musique, dans les musiques. On a eu l'occasion d'échanger à quelques reprises. Vous connaissez, vous avez fréquenté, vous avez évolué dans ce milieu musical africain, plus particulièrement en France, à Paris, où on a toute une pléiade d'artistes qui viennent de partout. Je voudrais passer avec vous en revue, si vous voulez, ces nouvelles musiques africaines. Dites-moi, comment est-ce que vous voyez ça, vous, aujourd'hui, dans l'ensemble comme tel? Quand on parle, évidemment, les musiques africaines, on les classe dans la catégorie world music. Je ne sais même pas pourquoi world, parce que pour moi, world, c'est un petit peu comme tiers, comme quart monde, là, comme chez les autres, en fait, le reste, quoi, en fait. Il y a nous et le reste. Bref, je vous vois sourire, là. Mais dites-moi, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette musique-là africaine? Au départ, si on parle de world music, au départ, bon, avec les Peter Gabriel et les autres, ces choses ont été, c'était une notion qui était très positive, parce qu'il fallait trouver vu que l'industrie a des cases, Oui. Bon, c'est trop tard de refaire les choses, il fallait trouver un moyen de vendre les musiques dites du monde, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas européennes ou pop ou whatever. Donc il fallait trouver un moyen, et pour moi c'était très positif. Malheureusement, il y a des petits malins dans l'industrie qui, à un moment, ont mis une empreinte là-dessus qui tendait à diminuer ces cultures. On ne parle même pas de musique, hein. On parle de culture d'abord, et de tradition d'ailleurs. Et donc, il y a eu un impact très négatif qui a un peu frustré les artistes. Par la suite, je pense que les intelligences africaines et autres ont pris le dessus et on a retourné cet effet-là. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir, hein. Moi, je vous le dis très sincèrement que les producteurs africains ou du monde utilisent le terme world music parce que aujourd'hui, on en profite. Alors, dans la même lignée, les jeunes artistes africains en Europe aujourd'hui, notamment en France, que je connais un petit peu, ils ont continué, ils ont créé tous les mouvements afro-trap et compagnie qui sont, à mon humble avis, d'abord des combats identitaires. Mm-hmm. C'est au-delà de la musique. Et c'est très positif. C'est très positif parce qu'aujourd'hui, comme avant, peut-être plus qu'avant, on ne peut plus dissocier la musique ou les musiques du social, du politique, de l'économique. Donc, quand je regarde, concret, ouais. Quand je regarde, j'observe du moins l'évolution de ces musiques, je prends un exemple concret. Je prends la compagnie créole, que vous connaissez très bien, la compagnie créole.
qui a cartonné très fort, je parle des années 80 et quelques, j'étais déjà à l'étranger et plus particulièrement à Montréal déjà. J'ai suivi, comme tout le monde, la compagnie créole. Par contre, j'étais avec les Blancs. J'ai toujours vécu avec des Québécois. Et donc, je suivais la compagnie créole comme tout le monde et je trouvais ça absolument extraordinaire de voir mes frères s'éclater et tout ça. Et pour moi, j'étais oh là là, et ils chantaient en français, en plus. Par contre, je côtoyais aussi les Africains, les Haïtiens, les Antillais. Ils ne mettaient pas de la musique créole. Ils ne mettaient pas de compagnie créole. Jusqu'à ce que je vois Kassav débarquer. Et avant, chez les Haïtiens, il y avait Tabou Combo, il y avait Skacha, il y avait tous ces groupes-là et on carburait fort. Mais ça restait entre nous, dans le milieu noir. Jamais à la radio. On n'entendait pas de Tabou Combo, à moins que ce soit des radios spécialisées. Par contre, Compagnie Créole passait partout. Et même en France, les Français s'éclataient comme pas possible. Bref, on s'est dit, mais tiens, Kassav débarque, Kassav cartonne très fort, le zouk, ça zouk très très fort. On ne voyait pas Kassav ni dans les radios, ni encore moins dans les télévisions occidentales, européennes comme telles. Kassav va en Afrique, ça tourne très fort, jusqu'à ça a pris des années avant qu'on puisse apercevoir de varieux Justin Berroir et autres, et les voilà à la télévision française. Ça a pris autant de temps avant d'en arriver là. Alors, je me pose cette question, moi, en tant qu'animateur de télévision. Est-ce qu'on doit, ce qu'avait dit, c'est un mot fort, doit-on se prostituer pour être accepté quelque part au niveau de la musique internationale? Quand je dis se prostituer, c'est-à-dire casser quelque part, en fait, le fond de son rythme, le fond de son âme musicale pour plaire finalement au grand public. L'exemple que je vous donne, c'est celui de Michael Jackson. À l'époque, Michael Jackson, c'était les Jackson 5. Et nous, les Noirs, on suivait Jackson 5. Jusqu'à ce que, paf, encore une fois, fin des années 80, il fallait mettre une sauce un petit peu plus rock, un look qui changeait un peu plus blanc aussi. Et voilà l'éclatement, paf. Alors, on se pose finalement, je me pose finalement certaines questions. Selon vous, est-il possible de rester authentique tel que l'a fait Kassav? Kassav est resté authentique du début à la fin et ça a marché. Bob Marley est resté authentique, très authentique du début. Lui aussi, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y ait l'éclatement à l'échelle internationale. Et même là encore, quand on écoute certains morceaux de Bob Marley, on voit bien qu'il y avait une sauce qu'il a dû diluer pour plaire à un public autre que le public noir. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Je vais d'abord répondre à la question de la durée. Le temps que ça met pour être connu, que ça prend pour être connu ou pas. Je ne pense pas très sincèrement que ce soit propre aux artistes qui viennent des musiques du monde. Il y a plein d'autres exemples de rockers ou d'artistes de la pop ou de la soul où ça a pris 20 ans, 30 ans. Le problème, c'est que quand l'artiste arrive à la télé, c'est ce jour-là qu'il est né dans l'imaginaire des gens. Mais ça fait 30 ans qu'il fait de la musique. Ça fait 20 ans qu'il passe dans les bars, qu'il monte, qu'il descend, qu'il va en Australie, qu'il sort. C'est le lot quotidien d'un artiste qui fonctionne, qui va fonctionner. Ça prend ce sacrifice-là, entre guillemets. On ne se lève pas un matin du jour au lendemain et puis on devient quelqu'un qui parle à des milliers, à des millions de personnes comme ça sans avoir tâté le terrain, sans avoir été éprouvé positivement ou négativement. Donc ça prend ce temps-là, pour moi c'est tout à fait normal. Michael Jackson et les autres, Bob Marley, c'était des génies. Ça a pris le temps que ça a pris. C'est un enseignement qu'on doit apporter aux jeunes artistes aujourd'hui. Ils doivent comprendre que c'est pas parce qu'il y a Internet et tous ces moyens de communication qu'on doit encourager le côté éphémère des carrières. Pour qu'une carrière soit solide, il faut qu'elle ait 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Ça, c'est tout à fait normal. Et la différence se voit tout de suite. Michael Jackson ne s'est pas prostitué. Il a évolué. S'il a quitté les Jackson 5, c'est parce qu'il avait besoin d'évoluer dans d'autres directions. Ce n'est pas, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est pas, l'afro-trap, c'est pas la prostitution de la musique africaine.
c'est une forme d'évolution des musiques africaines. Ça, c'est très, très important. C'est facile de rentrer dans des carcans Aujourd'hui, c'est fini, ça. Les artistes sont libres. Ils sont totalement libres. Quand je vois Kofi faire un featuring avec un gamin de 22, 23 ans et que ça cartonne, c'est la liberté. C'est pas la prostitution de la musique de Kofi. C'est l'évolution des musiques africaines. Parce que dans cette chanson-là, il n'y a pas que la rumba. Il y a un rythme, il y a une cloche qui vient du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, tout est mélangé. C'est là qu'on devait aller. C'est ça qui se passe en Europe notamment, et même ici aujourd'hui. Donc pour moi, c'est juste des évolutions quasi humaines de ces musiques-là, de ces traditions, de ces cultures. Abena, pour rendre notre émission un peu plus musicale, on a suffisamment parlé, quoique j'adore parler, et je pense que vous le savez, mais on va aller vers, pour commencer, vers votre choix, vous. L'année 2022, on est là, on est en santé, on est en vie. Mon frère, on est en vie. Moi, j'ai déjà eu mon 3e vaccin. Ça fait encore grave. Mais... Mon cher, ça... je vais vers le 3e. Je vais vers le 3e. Moi aussi. Ah oui, hein. Mais oui, ça m'a fait un petit peu mal, mais sinon, comme tu vois, on est là, on va causer. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous nous proposez comme vidéo pour mettre un peu plus de vie à notre interview? Il y a un jeune artiste, enfin jeune, il a déjà beaucoup de métiers, il a beaucoup investi dans sa carrière, c'est la même chose. C'est un peu un lien avec ce dont on parlait tantôt. Ça fait un moment qu'il est là, il s'est planté, il s'est relevé, il est allé bosser, il est revenu, et là il est en train de préparer un album dont le premier single est sorti l'année dernière sous l'égide des productions Nuit d'Afrique. Oui. Et il s'appelle Beau Dio. B-O, plus loin D-I-A-W. La chanson, c'est Djambar. C'est d'ailleurs le titre de l'album. Et c'est vraiment un jeune... dans le terme de la popularité, c'est un jeune artiste qui, pour moi, a beaucoup de perspectives. Donc, nous parlons ici d'une vidéoclip, c'est donc bien ça? Djambar, J-A-M-B-2-A-R. Donc, on y va tout de suite là avec Djambar. Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, Madame, Messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous avons avec nous un invité très spécial, un monsieur qui connaît très bien l'industrie musicale africaine. Abena, il est avec nous actuellement à l'émission. Abena, je souligne ici que vous êtes français, vous êtes né en France comme tel, et il se passe beaucoup de choses en France. Oh, la France, j'aime les Français, malgré des fois leur putain de caractère, mais bon, on peut dire qu'on est en amour avec eux quand même. Du moins, les Africains, on est en amour. Dites-moi, il y a eu, en fait, la France d'aujourd'hui. Si je passe en revue ce qui se passe actuellement en France, j'aimerais connaître vos commentaires pour 2022 comme tel. La France aux Français, c'est ce que moi j'ai cru constater, c'est ce que j'ai cru entendre. La France aux Français. Votre commentaire là-dessus? J'adore ça. J'adore ça. J'ai envie d'entendre le Cameroun aux Camerounais, le Congo aux Congolais. Je vois vraiment pas
J'ai plusieurs anecdotes sur le racisme pendant mon adolescence et même après. Mais ça, c'est... Je veux dire, au Cameroun, mes parents sont de deux ethnies différentes et quand je vais dans l'une, je subis le tribalisme pour moi, c'est Dans votre propre humain. famille, au sein de votre propre famille. Bah, au Cameroun, oui, mes parents sont de deux ethnies complètement différentes et de l'un à l'autre, il y a de la discrimination. C'est pas forcément physique, c'est pas forcément agressif, mais ça peut passer dans une phrase, ça peut passer même des fois dans un sourire et ça fait très mal. Un sourire, simplement. Bon, alors, mais oui, si on te sourit en te disant que tu ressembles au Bamieke alors que vous êtes chez les Étones, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Enfin bon, en revenant aux Français, moi je pense sincèrement que c'est... Maintenant, il y a la forme. C'est la forme qui me pose un problème. Mais c'est légitime c'est tout aussi légitime que les Français se demandent quelle est leur position sur l'échiquier, que les jeunes Africains se demandent, bon, nos parents, nos grands-parents étaient là, ils ont fait l'usine de 5 à, je sais pas, pendant toute leur vie, et là, maintenant, nous, on a un potentiel qu'on veut exploiter. Quelle est notre position? Parce que si vous ne la donnez pas, nous, on va la prendre. On vous a rien demandé, on est là, il va falloir qu'on compose ensemble. Moi, je trouve ça tout à fait normal, et c'est d'autant plus normal aussi que les Français disent, bon, ok, poussez pas trop fort, il faut qu'on s'asseye pour discuter. Bon, d'accord. Alors là, je vais aller droit au but. Le nouveau phénomène français. Je ne cite pas le nom. Allez-y. En fait, son prénom, Éric. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'en dites-vous? Ah, mon Dieu. Est-ce que c'est brutal? Est-ce que c'est radical? Est-ce que c'est normal selon l'évolution de la société française aujourd'hui? C'est opportuniste. Dans ce que ce monsieur dit, il y a beaucoup de choses qui sont très concrètes, très sincèrement, mais il y a un côté opportuniste, il y a un côté, bon, ok, tout va mal, et puis je vais taper du côté où j'ai une chance que ça fonctionne. On me présente ce monsieur comme étant d'extrême droite depuis sa naissance. Il a des origines d'ailleurs, moi, je le trouve juste opportuniste. Je ne pense pas qu'il puisse être président. Je pense que dans un débat démocratique, il faut des positions comme ça, parce que c'est la démocratie. Hein. On peut pas le tuer, on ne peut pas lui tirer dessus. Je trouve que c'est des extrêmes. Il a le droit de s'exprimer, quelles que soient ses positions. Maintenant, c'est de la même façon que maintenant, vous me demandez ce que j'en pense. Je vous dis, c'est un opportuniste. Rien de plus. Je vois pas du tout en quoi Éric va changer la France ou il n'a rien apporté de nouveau. Les problèmes, ils sont là. Les choses qu'il dénonce sont dénoncées depuis 15 ans, depuis 20 ans. Oui, mais pourtant, on parle de plus en plus du phénomène Zemmour en France. On parle de plus en plus de la population qui suit, et ça, c'est dans toutes les classes, pratiquement, et même les classes bourgeoises, semblerait-il. Ça sent un petit peu, à mon avis, quelque part, le national-socialisme, selon vous. Mais c'est pour ça que moi je parle d'opportunisme. Si c'était levé il y a 40 ans, il n'y avait pas les mêmes problèmes. N'importe qui d'autre que Zemmour, avec ce discours-là, aurait l'attention d'un paquet de Français aujourd'hui. Zemmour lui-même... On touche la sensibilité carrément du peuple, n'est-ce pas? Et puis on met le doigt sur les vrais problèmes de façon très brutale, concrète, sans état d'âme. Mais il y en a d'autres qui le font de d'autres façons. Il y a des associations, il y a des... Je veux dire, la vie française ne commence pas seulement au moment des élections. Il y a ces mouvements-là qui parlent, qui œuvrent et qui travaillent dans la France entière. Et même, pas seulement des extrémistes, je veux dire. Donc je pense que ce monsieur,
En tout cas, pour moi qui ai vécu en France, il n'y a rien, absolument rien de nouveau. J'ai eu des castagnes en sortant du parc, du stade du Parc des Princes. J'ai vu des bagarres incroyables il y a 30 ans. Donc il y avait déjà tout ça. Maintenant, comment régler le problème? Qu'on parle de la façon de Zemmour ou de la façon de Le Pen ou de quelqu'un d'autre à gauche, pour moi, l'essentiel, c'est que tout soit mis sur la table et qu'on règle vraiment le problème. Zemmour est une à qui ça semble faire mal, c'est bien Madame Le Pen. C'est comme si son tour est en train de... Pour moi, c'est plus les politiques qui ont peur de Zemmour parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. Mais le peuple en lui-même, la problématique est exactement la même. Tout est sur la table. Il faut maintenant des acteurs qui vont nous permettre de régler les problèmes. À mon humble avis, ce n'est pas Zemmour. On va tourner un peu la page de la France. Bye bye la France. Et là, je reviens à nous, à Montréal, à Montréal. Dites-moi, on parle beaucoup aussi d'intégration ici, québécoise. En 2022, le Québec ouvre grand ses portes aux minorités visibles et aux en fait, minorités noires comme telles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve que le mouvement est réel. Le Québec n'a pas seulement ouvert les portes. Les minorités ont poussé et continuent de pousser. En vous parlant, là, j'ai un nom qui est au centre de mon idée. C'est une jeune qui vient du Cameroun qui s'appelle Vibi, qui pour moi est un exemple d'intégration positive. Elle est restée tout à fait camerounaise. Elle est habitée, investie par une mission africaine, mais en même temps, c'est une Québécoise. Pour moi, c'est ça l'intégration. L'intégration, ce n'est pas l'uniformisation. Et c'est en ça que le Québec, pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que je suis resté ici, c'est en ça que le Québec est un terrain fertile. Parce que tout est ouvert, parce que là, je suis évaluateur, père évaluateur au Conseil des Arts de Montréal, et je le vois tous les jours. C'est vraiment ouvert. Maintenant, il y a une vague d'Africains ou j'appelle ça les gens du monde, qui arrivent ici et qui poussent vraiment très fort pour que les choses bougent. Et le mouvement est réel, il est concret. C'est pas seulement les Québécois qui ont ouvert la porte. Hein. Ça pousse très fort parce qu'il y a de belles valeurs. Je vais vous ramener maintenant, avant de se quitter, cher ami, vers en fait le continent africain. On parle d'une vision de l'Afrique moderne, en fait, Afrique moderne, mais on parle aussi de l'apparition de l'intégrisme. On parle, qui est combattu d'ailleurs au Mali, entre autres avec l'assistance des pays comme la Russie. Vous le savez aussi bien que moi, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde étant divisé en deux blocs idéologiquement distincts et sur le plan culturel pratiquement en fait distincts, on a l'Est et l'Ouest. On a cette impression pour les pays africains qui sont devenus indépendants, donc en 60, ils ont hérité de cet état de fait où le monde était déjà divisé. Mais étant des colonies avant la Deuxième Guerre et la Première Guerre, nous sommes liés. Les pays africains ont été liés avec leur ancienne puissance coloniale, dont le cas du Mali et d'autres pays d'Afrique comme tel. Et là, un régime qui débarque et qui dit « moi, je décide de faire affaire avec la Russie ». Et puis, on fait venir en fait, ce qu'on appelle des mercenaires, mais des militaires professionnels russes sur place pour combattre justement l'intégrisme, le terrorisme. Vos commentaires là-dessus? C'est délicat pour moi parce que si je reste au Mali, ce que nous appelons, nous ici, devant nos télévisions, des intégristes ou je ne connais même pas les noms, c'est des Maliens. Alors aller chercher une force pour venir combattre des Maliens, j'ai un problème avec ça. Maintenant, pour ce qui est de la France et puis de ces colonies, pour moi, c'est vraiment fini. On est dans un processus
Et je parlais tantôt encore il faut poser les choses sur la table et puis voir comment on fait. Ce qui se passe en France, c'est exactement pour moi la même chose qui se passe au Mali et dans certains pays africains. Il faut qu'on s'assoie et qu'on négocie ou qu'on renégocie des choses qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient pas de sens humain, tout simplement. On ne va pas parler d'économie ou de... Il n'y avait pas de sens. Quand tu viens chez moi retirer tout ce que j'ai de bon et que, en plus, c'est toi qui dois fixer les prix, ça n'a aucun sens humain. Ça ne pouvait pas durer infiniment. Donc avant de se laisser... Oui. Donc aujourd'hui au Mali, on doit négocier. La France va partir, comme dans plein de pays, mais on doit négocier. Ça ne peut pas passer par la guerre, parce que c'est les Maliens qui meurent. Donc, ma toute dernière question. Donc, selon vous, on peut parler ici du début de la fin du monopole français en Afrique francophone. C'est bien ça? C'est clair dans mon esprit. Alors, on va aller vers une autre vidéo. On va aller juste pour rendre un petit peu plus notre entretien plus agréable, parce qu'on parle des choses quand même pesantes. Et on va finir cet entretien avec quelque chose de vraiment beau. Dites-moi, qu'est-ce que vous nous proposez? Un mec qui est complètement électrique. Il vient du Bénin. Il s'appelle... Il va vous rendre fou. Un homme électrique. Électrique. Guima Poko. C'est un rocker africain. Mais dis donc, j'avais déjà entendu ce mot-là, ce qualificatif-là, électrique. Mais juste entre nous, là, je fais une blague. Parce que quand vous dites un homme électrique, là, mon cher, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était jeune, là, très jeune, là, tu vois une fille là, dans le continent marcher, là, et surtout quand elle marche, là, elle s'exhibe, là, tu vois, tu la vois marcher, tu dis, mais dis donc, celle-là, elle a un cul électrique, mon cher. Elle derrière électrique. Et là, c'était pas mon électrique, je suis désolé. Non, je suis dans un autre électrique, là. C'est vraiment un mec il a une énergie incroyable. Guy, et je travaille pas mal avec lui en ce moment, mais c'est surtout quelqu'un qui a réveillé chez moi c'est vraiment l'Afrique à Montréal, c'est l'Afrique en Occident. Le mec, il fait du rock pur et dur, blues rock. Il chante dans sa langue béninoise, et puis là, il a un projet de duo avec Moïse Yao pour faire du rock acoustique, roots, à deux, piano, percussion. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il a son dernier clip, regardez, Guima Poko sur YouTube, je ne me souviens pas du titre de la chanson. Guima Poko. Mais oui, Guima Poko, le dernier, ouais. Alors, on y va tout de suite là, donc, avec Guima Poko. Chers frères, je dois vous dire merci, c'est malheureusement tout le temps. On a eu quand même beaucoup de temps. On a pu quand même causer là. Je vous souhaite à vous ainsi qu'à toute votre famille une excellente année, une bonne année, santé, succès, mon cher. On se garde en vie. C'est ce qu'on se dit. Et on se revoit très très bientôt. Je reviens quand vous voulez. Pareillement pour les vœux. Très très bientôt. Au fait, j'en garde des très bons souvenirs. Merci beaucoup et à très bientôt au cabaret acoustique Nuit d'Afrique au Balatou. Merci. Allez, très bonne journée. Bye bye. Merci pareillement.